patiente dans cette chambre noire. J'entends qu'on s'agite et qu'on chante au fond du couloir. Quelqu'un a poussé le verrou et j'ai plongé dans le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Voilà, donc c'était la corrida de Francis Cabrel, enfin un tout petit morceau, c'est pour évoquer l'Espagne, hein, tout simplement. Donc bonjour à tous, hein, donc je suis rentré de vacances, et puis j'ai repris la composition du 4e tome du Sabre de Damas, qui est là, voilà. Donc tout ça prend du temps, c'est pour ça que plutôt l'été, hein, je vous ai dit, je ferai donc des épisodes tous les 15 jours, hein, très certainement. Voilà, donc là j'ai chantouillé quelques mesures de la corrida, hein, de Francis Cabrel pour évoquer un peu l'Espagne, parce que le sujet cette fois-ci c'est l'Espagnol, hein, qui est un très beau roman de Bernard Clavel, hein, qui n'est pas un roman historique, hein, du tout, parce qu'il a été écrit je crois en 1949, hein, donc 59 pardon, et donc assez peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Et donc le roman se situe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais de notre point de vue, c'est un peu un roman historique, si vous voulez, parce que maintenant on est au XXIe siècle, donc c'est vraiment un grand retour en arrière pour nous. Et donc j'ai essayé de trouver les sources de ce que pourraient être les sources d'un tel roman. Voilà, ça peut être aussi des sources plus simples, donc au niveau de livres sur le milieu agricole, etc. Mais donc ça m'a intéressé aussi de voir bien ce qui se passait au niveau de l'Espagne, notamment la guerre d'Espagne, parce que la guerre d'Espagne, elle baigne tout ce roman, même si tout ça a lieu dans le Jura, hein, en 1939. Donc je vais vous lire la pochette, hein. Donc, automne 1939, un village du vignoble du Jura, arrive un réfugié espagnol, Pablo. Brisé par la guerre civile, il semble avoir perdu même le courage de vivre. Dans la ferme où il est placé, le fils est prisonnier, le père est mort. Pablo reste seul avec Germaine, la patronne, un vieux journalier et une fille simple d'esprit. Il s'attache à cette terre qui lui donne le goût de vivre et met toute sa force à la faire fructifier, à l'agrandir. Au milieu de cette guerre qui ne le concerne pas, intelligent, clairvoyant, cachant sous une apparence un peu rêche un cœur que la souffrance n'a pas endurci. Pablo demeure un homme capable d'aimer cette terre qui lui coûte tant de sueur et surtout ceux qui sont devenus sa nouvelle famille. Mais à la Libération, le fils rentré d'Allemagne fait valoir ses droits. Et enfin, je ne vous donne pas ce qu'ils disent là, parce qu'autrement, à la lecture du roman, c'est dommage, hein, ça dévulgoche, comme disent les Québécois. Voilà, donc je vous le mets là, et je vais commencer donc par le commentaire d'un livre sur la guerre d'Espagne, hein, ce qui se passe avant ce livre. J'ai également un livre sur l'Exode de Pierre Miquel, hein. Pierre Miquel, grand historien, l'Exode, voilà, hein. Donc c'est du 10 mai au 20 juin 1940, hein. Donc ça a apparu, je crois, j'ai noté peut-être, ça a apparu l'Exode en 2003, hein. Donc c'est aux éditions Plomb, hein, voilà. Donc je vous lis la jaquette, parce qu'il y a une partie qui a lieu pendant l'Exode. Donc au début mai 1940, l'armée française somnole dans les casemates de la ligne Maginot. Elle s'effondre en quelques semaines devant la fulgurante attaque allemande. À la défaite succède la déroute, bientôt la débâcle. Plus de 10 millions d'hommes et de femmes, civils et militaires mêlés, fuient les chars, les avions à croix gammée.
mitraillés, bombardés, chassés de leur village en flammes, Belges, Hollandais et Français, sont plus de 100 000 à périr sur les routes de la peur. Vilipendés, associés à l'épisode le plus honteux de la guerre, les victimes de l'exode sont les grands oubliés de l'histoire. En faisant enfin revivre cette mémoire, leur détresse et leur martyr, Pierre Miquel rend justice à ces morts, à ces foules abandonnées, prises en otage, sacrifiées par un État décomposé. Voilà, l'exode. Ensuite, il y a plusieurs ouvrages sur la guerre d'Espagne. Donc il y a celui-ci de Bartolomé Benassar. Bon, je n'ai pas choisi celui-ci, mais par exemple, il y a plein de photos dedans, très intéressantes. Voilà, et puis c'est un bon ouvrage. J'ai une préférence pour la guerre d'Espagne d'Anthony Bivor, dont je vous ai lu récemment la Russie, la période révolutionnaire. Donc je vous lis la jaquette aussi. Plus de 70 ans après le soulèvement militaire contre la République qui marqua le début de la guerre d'Espagne, Anthony Bivor réussit un véritable tour de force en nous proposant sur ce sujet encore brûlant un livre capital. La terreur rouge, la terreur blanche, la terreur rouge, la terreur blanche, les règlements de compte dans chaque camp, les interventions étrangères, intéressées les soviétiques et les nazis, et désintéressés, les brigades internationales, sont racontés ici avec rigueur et objectivité, à la lumière notamment d'archives soviétiques et allemandes récemment et brièvement rendues accessibles, et qu'a consulté l'auteur à Moscou. Ce livre fondamental éclaire bien des zones d'ombre d'une guerre particulièrement cruelle qui devait sonner le glas des espérances et montrer le vrai visage des totalitarismes prêts à se déchaîner en Europe. Voilà. Donc ça, donc c'est chez Perrin. Ah non, j'ai des bêtises. Ça c'est chez Kalman Levy. Chez Perrin c'est Bartolomé Benassar. Voilà, ça c'est chez Kalman Levy et c'était publié en 2006. Voilà. Donc je vous ai sélectionné quelques passages. Donc page 40. Page 40. Page 40, c'est les anarchistes. Alors, les anarchistes ont une grande place dans la guerre d'Espagne. Vous allez le découvrir, surtout si vous étudiez ce beau livre. Plusieurs raisons expliquent pourquoi l'anarchisme devint dans les premiers temps la force la plus nombreuse au sein de la classe ouvrière espagnole. La structure qu'il proposait, de communautés coopératives s'associant librement correspondait aux traditions très ancrées d'entraide et d'organisation fédéraliste, séduisait les sentiments anti-centralisateurs. Il offrait également une alternative morale forte et un système politique corrompu à l'hypocrisie de l'Église. Beaucoup d'observateurs ont souligné l'optimisme naïf que l'anarchisme inspirait chez les paysans sans terre d'Andalousie. On a également beaucoup parlé de la manière dont la bonne parole était prêchée par des personnages ascétiques, pareils à des saints, et de façon dont les convertis renonçaient au tabac, à l'alcool et à l'infidélité, tout en rejetant l'institution du mariage. En conséquence, on décrivit souvent l'anarchisme comme une religion laïque. Cela étant, l'intensité de cet anarchisme originel amena ses adeptes à croire que tout le monde devait comprendre que la liberté et l'entraide étaient les seuls fondements d'une société d'ordre naturel. Il suffisait d'un soulèvement pour dessiller les yeux des gens, libérer l'immense potentiel de bonne volonté et donner essor à ce que Bakounine nommait la créativité spontanée des masses. Voilà. Ensuite, page 42, les socialistes. Au cours du dernier quart du XIXe siècle, l'aile marxiste du socialisme, los autoritarios, comme les dénommèrent leurs adversaires, se développa bien moins rapidement. À la fin de 1871, Paul Lafarge, le gendre de Karl Marx, arriva après l'écrasement de la Commune de Paris et, en l'espace d'une année, les bases du socialisme marxiste espagnol furent posées à Madrid. L'absence relative de succès des marxistes étant en partie due à l'accent qu'ils mettaient sur l'État central. Les socialistes, sous Pablo Iglesias, un lithographiste
un linotypiste qui s'affirma comme la grande figure du marxisme espagnol, agirent avec prudence et s'attachèrent à bâtir une organisation. Finalement, en 1879, ils fondèrent le Parti socialiste ouvrier espagnol et constituèrent l'Union générale des travailleurs. En 1888, Iglesias continua à insister sur l'idée de la lutte des classes, que la lutte des classes devait être menée de manière modérée et évolutive. Le PSOE ne rejeta officiellement la monarchie qu'en 1914. Les socialistes accusaient leurs rivaux anarchistes d'irresponsabilité, mais ils apparurent à leur tour terriblement bureaucratiques et ils se virent affublés du surnom de Prussiens espagnols. Page 72, la grève générale. Page 72. C'est pour comprendre le contexte, quoi. Hein. La grève générale commença le 5 octobre et gagna la plus grande partie du pays. Largo Caballero et ses partisans aggravèrent encore leur manque de sens des responsabilités par leur action. Ils lancèrent une insurrection sans aucune préparation. C'était la meilleure façon de terroriser les classes moyennes et de les pousser dans les bras de la droite, ainsi que Bestero et d'autres l'avaient annoncé. Lorsque l'UGT déclara la grève générale à Madrid, elle demanda aux soldats et à la police de se joindre à la révolte, comme si la capitale de l'Espagne en 1934 avait été Petrograd en 1917. Largo Caballero fut bientôt obligé de reconnaître que ce mouvement n'entraînait pas la révolution spontanée des masses qu'il avait appelée à ses vœux. Les grévistes, dont certains étaient armés de pistolets, essayèrent d'occuper le ministère de l'Intérieur et quelques centres militaires, mais ils furent rapidement encerclés par les forces de l'ordre. Le 8 octobre, presque tous les membres du comité révolutionnaire avaient été arrêtés. En Catalogne, la grève générale tint bon, malgré l'absence de la CNT, les anarchistes, hein, dont les dirigeants ne voulaient rien avoir à faire avec une révolution commencée par les socialistes et les républicains. La gauche catalane, d'autre part, exaspérée par le traitement réservé par le gouvernement au statut d'autonomie, vit dans la grève générale une occasion d'accélérer le processus d'indépendance. À 8 h du soir, le 6 octobre, Companys apparut au balcon de la Generalitat et proclama un État catalan au sein d'une république fédérale espagnole. Il invita tous les antifascistes d'Espagne à se rassembler à Barcelone pour instaurer un gouvernement provisoire. Le Roux ordonna au commandant militaire de la région, le général Domingo Batet, de proclamer l'état de guerre et de mettre fin à la sédition. Batet, homme prudent, disposa 2 canons de campagne sur la Plaza de San Jaume et donna l'ordre de tirer à blanc. À 6 h le matin du 7 octobre, Companys se rendait. Ses partisans et lui furent arrêtés et jugés. Companys fut condamné à 30 ans d'emprisonnement. Manuel Azana, qui se trouvait à Barcelone, tout à fait par hasard, fut arrêté et confiné sur un bateau-prison. Le statut d'autonomie de la Catalogne fut suspendu sur le champ. Emmanuel Portela Valladales fut nommé gouverneur général de la province. Dans le nord du pays, la grève générale révolutionnaire s'étendit rapidement dans les zones minières du Léon, à Santander, à Biscay, à Bilbao, pardon. Et il y eut des affrontements pendant 5 ou 6 jours avec les forces de l'ordre, et à Eibar et Mondragón, 40 personnes furent tuées. Mais l'arrivée de troupes et le bombardement des zones minières par la force aérienne espagnole mirent fin à la révolte. Voilà, donc ça chauffait quand même. Hein. Alors, page 76, bilan du soulèvement de 1934. 76. Alors, les esprits les plus lucides à gauche comprirent que le soulèvement avait été un terrible désastre. Mais pour les militants, en particulier pour Largo Caballero, il avait apporté un parfum enivrant de révolution. Pour la droite, d'autre part, il semblait montrer ainsi que le soutien de Calvo Sotelo, que l'armée, l'épine dorsale de l'État, était le seul rempart contre le changement révolutionnaire. Cependant, le soulèvement avait été avant tout un choc profond pour la nation tout entière et un coup presque fatal porté à la démocratie en Espagne. Il ne fait aucun doute qu'une insurrection aussi violente alarma le centre ainsi que la droite dure. Elle semblait véritablement confirmer les conservateurs dans leur idée qu'ils devaient faire tout leur possible pour empêcher
une autre tentative d'instauration d'une dictature de prolétariat, surtout quand Largo Caballero déclarait « Je veux une république sans guerre de classe, mais pour cela il faut qu'une classe disparaisse ». Il n'avait nul besoin qu'on leur rappelât les horreurs qui avaient suivi la révolution russe et la détermination de Lénine à éliminer la bourgeoisie. Alors, page 91, la phalange. Alors ça c'est l'autre côté, hein. Soyons clairs. La phalange. Aucun groupe à droite ne fit plus causer des désordres et provoquer un coup d'état militaire que la phalange. Elle était financée par plusieurs sources. 10 000 pesetas par mois de Renovación España, Española, de l'argent de la Banco de Vizcaya et plus tard de Juan March et 50 000 pesetas par mois de Mussolini par l'intermédiaire de l'ambassade d'Italie à Paris. Les nazis cependant n'avaient guère confiance en ce petit groupe et il lui refusa le million de marques de soutien qu'il avait demandé. La phalange avait besoin d'argent, car elle se développait à un rythme étonnant, en grande partie grâce à un flux venu du mouvement de la jeunesse de l'Action Populaire, quelques 50 000 nouveaux membres et, au printemps en 1936, ce qui doubla les effectifs de la phalange et les fit passer à 30 000. La phalange espagnole, ou phalange espagnole, était née au théâtre de la Comédie à Madrid le 29 octobre 1933. Elle avait été fondée par José Antonio Primo de Rivera, le fils aîné du dictateur, un jeune avocat de belle allure et, semble-t-il, au grand charme. Il attira toute une coterie d'intellectuels fascistes et séduisit les étudiants, en particulier ceux issus des familles riches. Les señoritos, mais aussi beaucoup de gens de la toute petite bourgeoisie qui se sentaient menacés par le changement social. La phalange avait aussi reçu d'abord d'anciens membres de l'Union patriotique du père José Antonio, active une décennie plus tôt, ainsi que de monarchistes et de conservateurs déçus et effrayés par la victoire électorale de la gauche. Le phalangisme différait du nazisme et du fascisme par son caractère profondément conservateur. Mussolini employait des symboles romains et une imagerie impériale pour ses discours pour des raisons de simple propagande. La phalange, de son côté, recourait à une phraséologie moderne et révolutionnaire, tout en demeurant fondamentalement réactionnaire. L'Église était l'essence même de la hispaninade, libéricité en français. Le nouvel État tirait son inspiration de l'esprit de la religion catholique qui est traditionnelle en Espagne. Les symboles de la phalange étaient ceux de Fernand et d'Isabelle, le joug de l'État autoritaire et les flèches de l'anéantissement pour éliminer l'hérésie. Elle ne fit pas qu'emprunter des symboles, mais s'efforça de ranimer la mentalité castillane. Le phalangiste était censé être à moitié moine, à moitié soldat. Donc c'est après l'arrivée du Front populaire au pouvoir, hein, par élection. Hein. Donc 97, lorsque Dieu voudra. 97. Dans la première quinzaine de mars, les braceros sans terre commencèrent à occuper des propriétés dans la province de Madrid, de Tolède et de Salamanque. Ensuite, à l'aube du 25 mars, 60 000 paysans diminués de la province de Badajoz s'emparèrent de terres et entreprirent de les labourer. Au cours des semaines suivantes, des actions semblables furent lancées dans les provinces de Cáceres, Jaén, Séville et Cordoue. Les forces de l'ordre, animées par le souvenir de la Casa Viejas, agirent avec circonspection, mais cela n'arrangea rien. À Este, au cours de l'un des affrontements avec des paysans, un garde civil fut tué. La Guardia Civil, connue sous le nom approbateur ou tristement ironique de Benemerita, répliqua, tuant 17 journaliers et en blessant beaucoup d'autres. En tout cas, sous le Front populaire, moins de 200 000 paysans furent réinstallés dans toute l'Espagne sur
756 000 hectares de terre, ce qui était cependant plus que tous les gouvernements précédents de la République. Mais le pire était qu'aucun de ces nouveaux exploitants n'avait d'argent pour les outils ou les semences, et la Banco Nacional Agrario, organe que la loi avait prévu pour régler ce problème, ne vit jamais le jour. Les mesures graduelles des sociaux-démocrates ne pouvaient ni satisfaire les aspirations dévorantes des travailleurs, ni assurer les propriétaires terriens quant au respect de la propriété privée. Ce printemps-là, des grèves éclatèrent non pour des revendications précises, mais pour démontrer la force de la classe ouvrière. Il y avait un plaisir féroce à croire que le vieux dicton des miséreux allait se vérifier. Lorsque le Dieu du ciel voudra que la justice règne, les pauvres mangeront du pain et les riches de la merde. Voilà. Donc, page 101, le Comintern. En dépit de son militantisme mesuré, le Parti communiste espagnol avait une meilleure organisation et une discipline plus forte que les autres partis et faisait preuve d'une volonté inébranlable. C'était là ce que ses membres admiraient en tant qu'unique moyen de faire avancer la cause de la classe ouvrière. L'alliance du Front populaire ne suffisait pas à leurs yeux. Ils voulaient une intégration de tous les syndicats et de tous les partis à la classe ouvrière pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Largo Caballero, vieux syndicaliste complètement dépassé et sans imagination, ne savait pas qu'Alvarez del Valle, le conseiller en qui il avait le plus confiance et qui nommerait plus tard ministre des Affaires étrangères, travaillait en étroite collaboration avec Vittorio Codovilla, l'agent du Comintern. Il préparait la défection en bloc des jeunesses socialistes et leur passage au Parti communiste espagnol en promettant le pouvoir et en soutenant que seuls les communistes avaient le professionnalisme et jouissaient du soutien international pour vaincre le fascisme. Ettore Vanni, important dirigeant du Parti communiste italien, qui travaillait alors en Espagne, dit que la discipline communiste était acceptée avec un fanatisme qui déshumanisait parfois les militants, mais qui constituait leur grande force. L'idée déterministe du socialisme scientifique convainquit les jeunes militants que rien ne pouvait empêcher le triomphe ultime du marxisme. Ils croyaient que le confort absolu du pouvoir était le contrôle absolu du pouvoir était le seul moyen d'atteindre leurs idéaux. Donc c'est la mise en place des affrontements qui vont devenir très sanglants. Donc page 114, no pasarán. Voilà, puisqu'on en cause. 114. La République allait encourager l'idée que résister, c'est vaincre, ainsi que l'affirmait plus tard un slogan. Pendant le soulèvement même, la Pasionaria, député communiste, exprima cette idée séduisante mais dangereuse. En faisant sien le célèbre mot de Pétain à Verdun, no pasarán, ils ne passeront pas. C'est étonnant. Les conspirateurs militaires ne jouirent jamais de la surprise totale, mais de toute la confusion, mais de doute. Le doute et la confusion jouèrent certainement en leur faveur. Donc il y a déjà l'insurrection militaire. Quand les ouvriers se retenaient d'agir sur les conseils d'un gouverneur civil qui craignait de pousser la garnison locale à la rébellion, ils étaient perdus. Ils payaient leurs hésitations de leur vie. Mais s'ils démontraient dès le début qu'ils étaient prêts à prendre l'assaut des casernes, alors la plupart des forces paramilitaires se joignaient à eux et la garnison se rendait. Les ordres définitifs, envoyés par le général Mola par télégramme codé, stipulaient que l'armée d'Afrique devait se révolter à 5 heures le matin du 18 juillet et l'armée de la métropole se soulever 24 heures plus tard. Ce décalage devait permettre à l'armée d'Afrique de s'assurer le contrôle du Maroc espagnol avant d'être transportée par la marine vers la côte andalouse. Les généraux rebelles pouvaient compter sur cette force parce que ces troupes n'étaient pas constituées de conscrits, mais de soldats de métier, ou plus précisément de mercenaires, qui avaient démontré leur sérieux dans les Asturies.
il y avait peu d'officiers aux sympathies libérales, peut-être parce que les coloniaux exagèrent toujours ce qu'ils croient être les vertus nationales. Ils méprisaient les politiciens et ressentaient une haine virulente pour les rouges, terme qui regroupait tous ceux qui s'opposaient à une dictature de droite. C'était là une attitude que Mola exprimait très clairement dans ses instructions pour le soulèvement, qui n'était pas avec nous et contre nous. La force d'élite était la légion étrangère, composée pour une large part de fugitifs et de criminels. Ces troupes étaient endoctrinées dans le culte de la virilité et de la tuerie. On leur apprenait à aller jusqu'au sacrifice suicidaire au cri de guerre de « Viva la muerte ». La légion était organisée en banderas, bataillons soudés qui disposaient de leur propre artillerie légère. Les troupes marocaines, elles, se divisaient en tabores de 250 hommes chacun. Ces regulares étaient des hommes des tribus du Rif, commandés par des officiers espagnols. Leur férocité et leur efficacité avaient été amplement illustrées au cours de la résistance contre la puissance coloniale dans le premier quart du siècle. Leur compétence, la plus grande peut-être, était leur capacité à se déplacer dans une région en tirant parti des accidents du terrain. Une telle discrétion était un avantage décisif sur la conception espagnole de la bravoure à visage découvert. Ces Marocains avaient été recrutés sur la promesse de sols plus élevés par celle que proposaient les autorités coloniales françaises et avec une prime d'engagement s'élevant à 2 mois de solde. Le chômage généralisé dans la zone espagnole expliquait qu'il y avait eu de longues files de volontaires prêts à s'engager. Alors, page 119, pas d'armes aux ouvriers. Les ouvriers commencèrent à sortir les armes qu'ils avaient cachées depuis les événements des Asturies d'octobre 1934, et bien que le gouvernement de Casares Quiroga commença enfin à comprendre à quoi il était confronté, son attitude fondamentale ne changea pas. Voilà, donc il y a déjà la révolte des militaires, hein, ils arrivent. Son ministère est une maison de fous, comme remarqua un observateur. Le pensionnaire le plus dément en est le président du conseil. Il ne dort ni ne mange. Il crie et hurle comme un possédé. Il ne veut absolument pas entendre parler d'armer le peuple et menace d'abattre quiconque le fera de sa propre initiative. Lorsque le soulèvement réussissait dans une ville, le chemin des événements commençait habituellement par la prise des bâtiments stratégiques comme l'hôtel de ville. Il n'y avait pas de garnison militaire. S'il n'y avait pas de garnison militaire, les forces rebelles se composaient de gardes civils, de phalangistes et de partisans de droite armée, de carabiniers et de fusils de chasse. Ils proclamaient l'état de guerre en termes officiels et en plusieurs endroits. Les citadins troublés crurent qu'ils appliquaient les ordres reçus du gouvernement de Madrid. La réaction de la CNT, les anarchistes, et de la UGT, les socialistes, furent d'ordonner la grève générale et d'exiger des armes du gouverneur civil, qui les refusait ou disait qu'il n'y en avait pas. Des barricades furent rapidement élevées, mais les ouvriers qui résistaient aux rebelles furent massacrés et les opposants potentiels qui survécurent du gouvernement civil jusqu'au responsable syndical le plus obscur furent exécutés. D'autre part, si les troupes hésitaient ou tardaient à sortir de leur caserne, et si les ouvriers étaient prêts, le dénouement était en général fort différent. Une attaque immédiate ou un encerclement des casernes suffisait à obtenir la reddition des rebelles. Page 124, Horreur de la guerre. Alors, les rebelles allaient également prendre le contrôle de l'essentiel de la côte jusqu'à la frontière portugaise, y compris Algésiras, la Linéa, où les carlistes abattirent 200 francs-maçons, et Jerez. La répression fut sauvage. Le professeur Carlos Castilla del Pino, qui n'avait alors que 13 ans, décrivit les tueries à San Roque, sa ville natale. Ils emmenèrent un couple d'anarchistes dont le fils était un de mes camarades d'école jusqu'à un village à 25 km de là et les abattirent. Plus tard, un phalangiste qui avait assisté à l'exécution me raconta que la femme avait été violée par tous les soldats marocains qui formaient le peloton d'exécution.
5 carabineros blessés furent tirés de leur lit d'hôpital. Les morts les prirent par les bras et par les jambes et les jetèrent à l'arrière d'un camion. Lorsqu'ils les sortirent sur la grande route, les blessés ne pouvaient pas tenir debout pour être fusillés. Aussi les morts les tuèrent-ils à coups de baïonnette. À Huelva, cependant, la gauche conserva le contrôle pendant les quelques premiers jours. Le commandant de la Guardia Civile à Madrid ordonna un détachement local d'attaquer Séville. Mais il se rallia aux forces de Queipo dès son arrivée sur place. Dans la capitale, Casares Quiroga démissionna de son poste de chef du gouvernement à 4 heures du matin le 19 juillet. L'atmosphère à Madrid avait été très tendue toute la nuit. Le simple bruit d'un pot d'échappement de voiture suffisait à faire croire aux gens que le soulèvement avait également commencé. Les cafés étaient restés ouverts et les rues étaient animées. Et les nouvelles diffusées par la TSF ne faisaient qu'accroître l'insatisfaction et la colère populaire contre le gouvernement. La UGT et la CNT commençaient à soupçonner une trahison. Donc 170 exécutions. La répression en Espagne nationaliste commença avec la Reconquête. Les premiers à être tués, si l'on accepte les personnes capturées sur la ligne de front et souvent abattues sur le champ, furent les dirigeants syndicaux et les représentants du gouvernement républicain. Les gouverneurs aussi civils et les maîtres surtout, mais aussi d'autres officiels qui étaient demeurés loyaux. Dès le départ, même les républicains à qui on avait promis la vie sauve, s'ils se rendaient, furent tués. Les officiers qui restaient fidèles au gouvernement étaient également abattus ou emprisonnés. Les usages militaires n'exigeaient que les officiers de carrière loyaux ou neutres soient présentés devant une cour martiale, là où c'était possible. Dans l'ensemble, les indécis furent emprisonnés, tandis que la plupart de ceux qui avaient continué à servir le gouvernement, dont 7 généraux et un amiral, furent fusillés pour rébellion. C'est incroyable. Cette remarquable inversion du sens des termes s'était déjà produite dans la marine, où les nationalistes qualifiaient de mutins les marins qui obéissaient aux instructions du ministère de la Marine. Une fois les groupes partis, une seconde vague encore plus intense de massacres commençait alors que la phalange, ou dans certaines zones, les carlistes se livraient à une purge impitoyable de la population civile. Leur cible comprenait dirigeants syndicaux, fonctionnaires du gouvernement, politiciens du centre-gauche, ainsi 40 membres du Front populaire au Cortés furent tués. Intellectuels, enseignants, médecins et même simples dactylographes des comités révolutionnaires. En fait, quiconque était simplement soupçonné d'avoir voté pour le Front populaire était en danger. À Huesca, une centaine de personnes accusées d'appartenir à la franc-maçonnerie furent abattues, alors même que la loge de la ville comptait à peine une douzaine de membres. L'équivalent nationaliste des checas en territoire républicain fut les comités locaux, constitués habituellement de notables de droite. Le grand propriétaire du coin, le commandant de la Guardia Civile, un phalangiste et très souvent le prêtre, même si certains risquèrent leur vie en cherchant à empêcher les massacres, tous les libéraux, les francs-maçons et les gens de gauche connus ou simplement soupçonnés tels étaient conduits devant le comité. Quelques présumés tentèrent peut-être d'accuser d'autres personnes, dans un effort désespéré pour sauver leur vie, mais sinon, ils montraient soit une profonde hébétitude, soit une attitude de défi. On leur lia les poignets dans le dos avec une corde ou du fil de fer avant de les amener à la mort. En Navarre, un prêtre donna les derniers sacrements collectivement à des nationalistes basques debout devant un fossé ouvert avant la salve fatale. Mais dans la plupart des endroits, les condamnés étaient conduits par fournées entières devant le mur du cimetière. Ceux qui savaient mourir criaient « Viva la Repubblica » ou « Viva la Libertad ». Tout comme les nationalistes condamnés à mort criaient « Viva España ». Voilà, c'est tout. Ce coup-là. Alors, 71. Cordoue. 74. Cordoue avait été prise sans grande résistance. En quelques heures, le 18 juillet, Queipo et Delano
furieux parce qu'il n'y avait pas eu de représailles, envoya immédiatement dans la ville le commandant Bruno Ibáñez de la Guardia Civile. Il arrêta 109 personnes, figurant sur les listes que lui donnèrent les propriétaires terriens et les ecclésiastiques. Quelques jours plus tard, le massacre des prisonniers commença sur les routes au milieu des oliveraies. Le sous-sol du quartier général de la Phalange, où les gens étaient détenus, était comme un ballon qui se gonflait l'après-midi et était à plat le lendemain matin. Chaque jour, il y avait des exécutions au cimetière et le long des routes qui sortaient de la ville. On a calculé que 10 000 personnes au total furent tuées à Cordoue au cours de la guerre, soit 1/10 de la population. Don Bruno aurait pu fusiller la cité entière, raconta un avocat phalangiste. On l'avait envoyé avec carte blanche à Cordoue. Alors, 184, l'Église. Le comportement de l'Église durant le soulèvement. Pendant cette période d'incertitude quant à la forme du nouvel État, l'Église catholique apporta à l'Alliance nationaliste une tradition symbolique commune et, chose plus importante, une cause qui transcendait la confusion idéologique qui régnait dans ses rangs. Sa nature autoritaire et centralisatrice et son attitude à l'égard de la propriété étaient acceptables pour toutes les factions, à l'exception de l'aile gauche de la Phalange. Sa hiérarchie se rallia à la cause de la droite et l'on vit d'éminents hommes d'église faire le salut fasciste. Le cardinal Goma déclara que les juifs et les francs-maçons empoisonnaient l'âme nationale à coups de doctrines absurdes. L'exemple le plus frappant du soutien des autorités ecclésiastiques au soulèvement nationaliste fut la lettre pastorale, les 2 cités publiées par l'évêque de Salamanque, Play y Daniel, le 30 septembre. Elle dénonçait les attaques de la gauche contre l'Église catholique et louait le mouvement nationaliste en tant que cité céleste des enfants de Dieu. Play Daniel exigeait également l'abolition de toutes les restrictions et réformes anticléricales mises en place sous la République. Il ne sera pas déçu. Alors, page 221, Irun. Donc ça c'est dans le nord, hein, c'est la frontière française. Il y eut de terribles combats au corps à corps sur la crête de Ponza au sud d'Irun, où les positions furent prises et reprises plusieurs fois en l'espace d'une semaine. La milice combattit avec un courage et une science remarquables. Elle reçut l'aide de paysans français qui, de l'autre côté de la frontière, lui signalaient les positions de l'artillerie de Berligue. Le couvent de Somartial fut tenu jusqu'à la fin par une poignée de dynamiteros et de miliciens asturiens. Pendant l'assaut final, lorsqu'ils se trouvèrent à court de munitions, ils jetèrent des rochers sur les carlistes qui s'emparaient de leur position. En fait, la bataille fut en partie perdue parce que 6 camions de munitions ne parvinrent pas à atteindre les défenseurs après la fermeture de la frontière française le 8 août. Delesforo Manzon, un des ministres basques, s'était rendu à Barcelone pour chercher des armes et des munitions. Malheureusement, il n'obtint qu'un millier de fusils et 6 pièces d'artillerie. Quelques jours plus tard, Miguel González Nestal, le chef du syndicat des pêcheurs de la CNT, eut un entretien avec García Oliver, abad de Santián et le président Companys. Ils lui accordèrent une aide en armes et un train qui serait envoyé de Hendaye, mais que les autorités françaises interceptèrent. Irun n'était que ruine fumante lorsque les derniers travailleurs se repliaient. Certains devaient même fuir à la nage pour se réfugier en France. Berlegui fut blessé au mollet par un tireur de mitrailleuse, mais ce rude soldat refusa d'être soigné et mourut un peu plus tard de la gangrène. Les anarchistes de San Sébastien étaient furieux de l'absence du soutien des nationalistes basques, en particulier lorsqu'ils apprirent que le gouvernement négociait avec l'ennemi la reddition de la ville. Ils étaient très méfiants après les trahisons qui avaient eu lieu dans les premières semaines de la guerre. Mais malgré leur conservatisme, le PN basque nationaliste n'avait pas la moindre intention de changer de bord. Néanmoins, il était tout à fait hostile à la politique de la terre brûlée des anarchistes qui avait conduit à l'incendie d'Irun au cours de la retraite
et supposait à présent de défendre Saint-Sébastien jusqu'à la mort. Le PNV l'emporta après que sa milice eut abattu plusieurs anarchistes. Le 14 septembre, la ville fut abandonnée aux nationalistes qui cernaient dorénavant la zone septentrionale républicaine. Alors, 258, les anglo-saxons. 258. Alors, les intérêts d'affaires américains et britanniques allaient fortement contribuer à la victoire finale des nationalistes, soit par une aide active, comme celle accordée par Henry Deterding, le magnat du pétrole, soit par un boycott de la République, en perturbant son commerce par des actions juridiques et en bloquant les crédits au niveau du système bancaire. En 1936, le pétrole était devenu un produit aussi vital pour la guerre que les munitions. L'acte de neutralité américain de 1935 ne reflétait pas ce changement et permit à Franco de recevoir 3 500 000 tonnes de pétrole à crédit pendant la guerre, bien plus du double des importations totales de pétrole de la République. Le président de la Texas Oil Company, Thurkill Rimber, était un admirateur des fascistes et lorsqu'il apprit le soulèvement, il détourna 5 pétroliers en route pour l'Espagne vers le port nationaliste de Tenerife, qui disposait d'une vaste raffinerie. Comme la Texasco avait été le principal fournisseur de la République, sa décision fut un coup terrible pour le gouvernement. Un autre fournisseur était la Standard Oil du New Jersey, mais à une moindre échelle. La duchesse d'Atholl, qui comptait au nombre des rares conservateurs britanniques à soutenir depuis le début de la République, affirma que la société Rio Tinto Zang aidait à financer Franco en fournissant des devises étrangères à un cours 2 fois supérieur au cours officiel. Plus tard, Ford, Studebaker et la General Motors fournirent 12 000 camions aux nationalistes, presque 3 fois autant que les puissances de l'Axe, et le géant de la chimie, DuPont de Nemours, fournit 40 000 bombes et en les envoyant par l'Allemagne pour contourner l'acte de neutralité. En 1945, le sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères espagnol, José María Dusandeg, admit que sans le pétrole, les camions et les crédits américains, nous n'aurions jamais pu gagner la guerre. Ignorée par les puissances démocratiques et les communautés d'affaires internationales, la République ne pouvait compter que sur le soutien du Mexique et de l'Union soviétique. En conséquence, les mises en garde des nationalistes contre une conspiration communiste internationale avaient des accents convaincants, même si le Comintern était simplement le bras du Kremlin à l'étranger et donc à proprement parler national. Après la mort de Lénine, la politique de révolution mondiale de Trotsky s'était fondée sur l'hypothèse que le communisme russe ne pouvait prospérer tant qu'il serait entouré d'un monde capitaliste hostile. La politique antagoniste stalinienne du socialisme dans un seul pays qui triompha en 1927 impliquait de s'abstenir de tout engagement dans les révolutions extérieures. Les communistes chinois, par exemple, furent sacrifiés au Kuomintang de Chiang Kai-shek pour défendre les intérêts russes, et Staline obtint d'être reconnu par le gouvernement des États-Unis en 1933 en promettant de ne pas se livrer à des activités subversives en Amérique. Des petits arrangements. Alors, page 356, justice révolutionnaire. 356. Justice révolutionnaire. La bataille commença le matin du 28 décembre et s'acheva 36 heures plus tard. Walter avait reçu l'ordre de reprendre l'opéra, mais il n'avait pas de liaison téléphonique avec ses unités, ni de couverture de l'artillerie ou de l'aviation. Les nationalistes décimèrent leurs adversaires par un feu roulant de mitrailleuses, de mortiers, d'artillerie. La 14e brigade n'avait suivi presque aucun entraînement. Comme les miliciens, dans d'autres circonstances similaires, beaucoup d'hommes firent demi-tour et s'enfuirent lorsqu'ils furent surpris par les tirs de mitrailleuses. Quelques 800 cadavres furent abandonnés sur les oliviers et 500 hommes désertèrent la ligne de front. L'officier qui commandait le bataillon La Marseillaise, le major Gaston de la Salle, fut arrêté et accusé.
non seulement d'incompétence et de lâcheté, mais aussi d'être un espion fasciste. Une cour martiale activement constituée par André Marty le déclara coupable. Ilya Ehrenburg écrivit plus tard que Marty parlait et agissait parfois comme un malade mental, et Gustave Regler observa qu'il préférait tuer quelqu'un sûr qui pesait des soupçons plutôt que de perdre du temps parce qu'il nommait une indécision petite bourgeoise. Certains brigadistes, cependant, l'admiraient beaucoup. Un vrai révolutionnaire, dira de lui Summerfield, mélange de patience, de fermeté granitique et de détermination inébranlable. Tom Wingren, qui commandera plus tard le bataillon britannique, décrivit le procès de la Salle comme un conseil de guerre parfaitement juste. Mais Nick Guilin, qui servait dans la 14e brigade, écrira « Les hommes de garde l'entraînaient dans la cour qu'il s'acharnait encore à se justifier. 2 ou 3 coups de revolver claquèrent, puis un homme entra et sur le bureau du tribunal déposait une montre, quelques pièces de monnaie. La justice révolutionnaire était faite. » Super. Alors, page 418, Guernica. 418. Au cours de la journée du 25 avril, beaucoup de combattants démoralisés de Marclina se replièrent sur Guernica, à 10 km derrière les lignes. Lundi 24 avril, à 16h30, la grande cloche de la ville sonna l'alerte pour une attaque aérienne. C'était jour de marché. Et si des paysans avaient été refoulés à l'entrée de la ville, beaucoup de gens étaient venus avec leur bétail et leurs moutons. Les réfugiés qui avaient fui devant l'avance ennemie et la population se cachèrent dans les caves qui avaient été désignées comme refugios après le bombardement de Durango. Un bombardier Heinkel 111 de l'escadrille expérimentale de la Légion Condor survola seul le village, largua son chargement au centre et disparut. La plupart des gens sortirent alors des abris et beaucoup allèrent secourir les blessés. 15 minutes plus tard, l'escadrille eut complet. L'escadrille en passait par ça et largua des bombes de diverses tailles. Les gens qui se précipitèrent aux abris furent suffoqués par la fumée et la poussière. Ils furent alors pris de peur car il était évident que les caves n'étaient pas assez solides pour résister aux bombes les plus puissantes. Commença alors autour de la ville une fuite éperdue à travers champs et l'escadrille de chasseurs Heinkel 51 passa en mitraillant sans pitié hommes, femmes et enfants, et même les religieuses de l'hôpital et de le bétail. Mais le gros de l'attaque n'avait pas encore commencé. À 17h15, on entendit le bruit sourd des avions. Immédiatement, les soldats identifièrent le grondement des trams, surnom donné au puissant Junker 52. 3 escadrilles de Burgos en vagues successives toutes les 20 minutes pendant 2h30, couvrirent systématiquement la ville d'un tapis de bombes. La Légion Condor venait juste d'inventer cette technique lors de son attaque des positions républicaines autour d'Ovedio. Leur chargement était composé de bombes petites et moyennes ainsi que de bombes de 250 kg, de bombes antipersonnelles de 25 livres et d'engins incendiaires. Ces derniers furent dispersés par les Junkers dans des tubes d'aluminium de 2 livres pareils à des confettus de métal. Les témoins décrivirent des scènes d'apocalypse. Des familles entières furent ensevelies par les ruines de leurs maisons ou écrasées dans les caves. Le bétail et les moutons couverts des flammes de phosphore blanc couraient comme fous au milieu des maisons en feu avant de tomber morts. Des gens noirs de suie tutubaient aveuglément au milieu des flammes, de la fumée et de la poussière, tandis que d'autres fuyaient les décombres, dans l'espoir de dégager des parents ou des amis. Selon le gouvernement basque, environ un tiers de la population fut touchée, soit 1654 morts et 889 blessés, mais des recherches récentes donnent entre 200 et 300 tués. Ceux qui s'y précipitaient de Bilbao vers la ville durent se rendre à l'évidence lorsqu'ils virent au loin le ciel rouge sang. Les bâtiments du Parlement et le chêne symbolique se trouvèrent alors avoir été épargnés simplement parce qu'ils étaient à l'écart du chemin strictement suivi par les pilotes. Le reste de Guernica n'était qu'un squelette calciné. Donc ça a beaucoup marqué Guernica. D'ailleurs, le tableau célèbre
de Picasso, hein, qui est très beau. Voilà. Alors, ensuite, nous avons page 420, version franquiste. Alors, le GQG de Franco fit une communication le 29 avril. Nous souhaitons dire au monde, haut et fort, certaines choses sur l'incendie de Guernica. Guernica a été détruite par le feu et l'essence. Les hordes rouges au service de ce criminel d'Aguirre, dont l'incendie est réduit en ruine. L'incendie a eu lieu hier et Aguirre, qui est un banal criminel, a, pour un mensonge infâme, attribué cette atrocité à notre noble et héroïque force aérienne. L'Église d'Espagne soutint cette version sans aucune réserve et son professeur de théologie à Rome alla jusqu'à affirmer qu'il n'y avait pas un seul Allemand en Espagne et que Franco n'avait besoin que de soldats espagnols qui n'avaient pas leurs pareils dans le monde. Magnifique, non? Alors, ensuite, page 490, le NKVD. 490. Donc, vous allez voir, c'est la sauvagerie des deux côtés. Hein. Le premier jour, le gouvernement de Negrin donna son accord sur la fermeture de la Batala, le journal du POUM. Alors, le POUM, ce sont des marxistes non staliniens, que détestent bien sûr les staliniens. De fortes pressions s'exerçaient pour les conseillers soviétiques et les gens du Comintern pour qu'ils obtiennent rapidement des résultats. Le lieutenant-colonel Antonio Ortega, nouveau directeur général communiste de la sécurité, prenait ses ordres auprès d'Orlov et non de Zagazagaitia, le ministre de l'Intérieur. Le 16 juin, lorsque le POUM fut déclaré illégal, les communistes transformèrent son quartier général à Barcelone en prison pour les trotskistes. Le commandant de la 29e division, le colonel Rovira, fut convoqué au quartier général de l'armée et arrêté. Furent également arrêtés les dirigeants du POUM que l'on put localiser dans Andronin, et on emprisonna les épouses de ceux qui ne purent être trouvés. Une semaine plus tard, un décret à caractère rétroactif donna à ces actions un vernis de légalité en créant les tribunaux d'espionnage et de haute trahison. Les dirigeants du POUM furent confiés à des agents du NKVD et conduits à Madrid, dans une prison secrète, une église de la Cala Atacha. Nin fut séparé de ses camarades et amené à la Cala des Henares, où on l'interrogea du 18 au 21 juin. Malgré les tortures que lui infligèrent Orlov et ses hommes, Nin refusa de reconnaître les accusations forgées contre lui d'avoir indiqué des cibles d'artillerie ennemie. On le conduisit alors à l'extérieur de la ville dans une résidence d'été qui appartenait à Constancia de Mora, l'épouse de Hidalgo de Cisneros. Là, une grotesque mise en scène stalinienne fut organisée. Des volontaires allemands des brigades internationales, en uniforme, sans insigne, firent éruption dans la maison en se faisant passer pour des membres de la Gestapo venus secourir Nin. Au cours de leurs accrochages avec les gardes, des preuves de leur présence, documents allemands, insignes phalangistes et billets de banque furent abandonnés sur les lieux. Les hommes d'Orlov tuèrent ensuite Nin et l'enterrèrent dans le voisinage. Lorsque des graffitis apparurent sur des murs demandant « Où est Nin ?», les communistes écrivirent « À Salamanque ou à Berlin ». La ligne officielle du parti, publiée dans le Mando Obrero, fut que Nin avait été libéré par les phalangistes et se trouvait à Burgos. Sublime, le NKVD. Alors, page 715, exécution. Encore, hein. 715. Alors, nous ne disposons pas de chiffres définitifs pour la terreur franquiste, mais des recherches récentes dans un peu plus de la moitié des provinces d'Espagne indiquent pour ces régions au minimum 35 000 exécutions officielles. Cela laisse penser que le chiffre général accepté de 50 000 après la guerre pourrait être sous-estimé. Si l'on ajoute les assassinats aveugles et non officiels et toutes les personnes qui moururent au cours de la guerre, exécutées par suicide, de faim ou de maladie en prison, le chiffre total excède probablement 200 000. Une fois encore, une question qui restera sans réponse doit être posée. Si la République avait gagné, combien de gens auraient été exécutés ou seraient morts dans les camps?
Comme l'ont souligné plusieurs historiens, le vainqueur dans une guerre civile tue toujours plus que le vaincu. Tout aurait dépendu du régime républicain qui aurait émergé. Si c'était agi d'un régime communiste, alors, à en juger par d'autres dictateurs communistes, le nombre de morts aurait été très élevé à cause de la nature paranoïaque du système. Mais en Espagne, beaucoup auraient tenu au type de communisme version stalinienne ou variant plus espagnole, ainsi que Négrine semble-t-il le penser. Le caudillo avait pour habitude de lire les condamnations à mort en prenant son café après le repas, souvent en présence de son chapelain et conseiller spirituel José María Bulat. Il écrivait un E pour ceux qui décidaient d'envoyer à la mort et un C lorsqu'ils commettaient la peine. Pour ceux dont il voulait faire un exemple, il précisait Garrato y prensa, garrot et couverture dans la presse. Après le café, son aide de camp envoyait la sentence pour exécution au gouverneur militaire de chaque région, dans chaque province, qui les communiquait alors par télégramme au directeur de la prison. Les sentences étaient ensuite lues à haute voix dans la galerie centrale de la prison. Certains fonctionnaires aimaient à lire le prénom et si celui-ci était courant, comme José ou Juan, faire une pause pour frapper de frayeur tous ceux qui se prénommaient ainsi, avant d'ajouter le nom de famille. Dans la prison pour femmes d'Amorobiata, une des religieuses qui faisait fonction de gardienne remplissait cette tâche. Alors, page 22, le boulevard d'Aladier. Les réfugiés qui avaient traversé la frontière franco-espagnole, alors la guerre est perdue, en février pour les républicains, et en mars 1939 furent séparés entre femmes, enfants, vieillards et malades, d'une part, soldats, hommes en âge d'être conscrits, d'autre part. Les premiers, environ 170 000 personnes, furent envoyées au camp de Prat de Millau, la tour de Carole, le Bulot, Bourg-Madame et Arles-sur-Têche, et plus tard dispersés dans 70 départements français. Les autres furent internés dans des camps improvisés, essentiellement sur le plateau du sud-ouest de la France. Les endroits où les républicains vaincus furent envoyés étaient pour l'essentiel des étendues de côtes humides et battues par le vent. Le premier camp ouvert à mi-février fut celui d'Argelès-sur-Mer. Ce n'était qu'une zone marécageuse divisée en rectangles d'1 hectare, entourée d'un réseau de barbelés et gardée par des tirailleurs sénégalais. L'eau potable manquait et beaucoup durent boire de l'eau de mer, et rien ne fut fait en matière d'installation sanitaire ni de latrines. La nourriture fournie était rare, de mauvaise qualité, les hommes souffraient de scorbut et étaient infestés de poux. Les 77 000 réfugiés, dont beaucoup n'avaient ni vêtements convenables, ni biens, ni argent, ni nourriture, durent construire des baraques pour les malades et les blessés. Les autres firent des trous dans le sable pour se protéger du vent. Au bout de quelques semaines, on leur apporta enfin de l'eau dans des bidons et du bois pour faire des latrines au bord de la mer. Émile Stangold, le brigadiste letton, décrivit le plus grand camp Saint-Cyprien où étaient parqués jusqu'à 90 000 hommes. Imaginez une sinistre frange de côtes sablonneuses sans végétation, d'environ 2 km de long sur 400 à 500 mètres de large. Elle était balayée par la Méditerranée d'un côté et finissait dans un marais de l'autre. Toute la zone divisée en corral carré était entourée de barbelés. Des mitrailleuses étaient disposées le long du périmètre du camp. Des latrines qui consistaient à une longue poutre fixée sur des piliers sur lesquels la marée passait, furent construites sur la plage. C'est ainsi que nous fûmes accueillis par la France républicaine et son gouvernement socialiste. En signe de gratitude pour cet accueil chaleureux, nous décidâmes de baptiser ces latrines boulevard d'Aladier. Le sable paraissait sec, mais il ne l'était qu'en surface. Il nous fallut dormir dehors par groupe de 5 à 10 hommes. Avec quelques-unes des capotes et des couvertures, nous faisions notre couche, et avec les autres, nous nous couvrions. Il fallait éviter de se retourner d'un côté sur l'autre, car la partie mouillée du corps gelait dans l'air froid, et cela pouvait entraîner une pneumonie. Les hommes blessés et malades étaient aussi là. La mortalité était très élevée. Elle atteignait une centaine de personnes chaque jour. Voilà, bienvenue en France.
Voilà, donc c'était pour illustrer l'état d'esprit dans lequel arrive le héros de ce livre. Hein, voilà. Donc ça c'est l'espagnol. Hein. Donc l'espagnol, donc ça a été publié chez Robert Laffont en 59. Hein. Il y a une adaptation en 67 qui est magnifique, hein, pour la télévision en 2 films. C'est avec Jean-Claude Roland, hein, qui s'est suicidé peu de temps après, et Paul Francoeur. Alors Paul Francoeur, c'est le complice de Jean Gabin dans de très nombreux films, et là il incarne donc un patron, un paysan patron sur l'exploitation. Magnifique, hein, c'est une magnifique interprétation. Il y a Dominique Davray, Roger Bagnès, le compagnon de Pablo, le principal, le héros, quoi. Il y a Léon Scorn, hein, dans le rôle de Clopino. Voilà. Donc il faut absolument voir ça. C'est accessible sur YouTube, le premier épisode en libre. Si vous voulez voir le deuxième, il faut le louer sur l'INA, c'est pas très cher. Voyez ça, c'est sublime. Et puis lisez également l'espagnol, qui est une œuvre magnifique. Moi j'aime beaucoup ce livre. Et je vous disais, hein, nous, il nous semble, moi ça me semble quasiment aujourd'hui être un roman historique. Mais bon, ça n'a pas été conçu de cette manière-là. Hein. C'était conçu très peu de temps après, hein, les événements, quoi, par Bernard Clavel, magnifique romancier. Voilà, donc je vais vous lire la pochette. Je vous l'ai déjà lu, hein, je crois, oui, c'est ça. Ouais. Et donc je vais vous lire, pour se rappeler qui est Bernard Clavel. Alors Bernard Clavel, né dans le Jura en 1923, il est devenu de livre en livre l'un des écrivains favoris des Français, enfin des années 60, hein, récompensé dès 68 par le prix Goncourt pour les fruits de l'hiver, auteur généreux et profondément humain. Il a conquis ses lecteurs avec des romans devenus classiques comme Mal à taverne ou de grandes fresques comme Le Royaume du Nord. Voilà, donc je vais vous lire des extraits. Alors c'est un livre qui est plongé dans le Jura de l'époque. C'est très attachant. Il faut absolument avoir lu ça, si ce n'est pas déjà fait. Donc, page 22. L'arrivée. C'est page 21 en fait. Alors, pardon, demanda Pablo depuis le seuil, chez monsieur Bichat. Une femme s'avança. C'est là, dit-elle. Pablo passa son avant-bras sur son visage ruisselant. Sa manche de veste était comme une serpillière. Bon Dieu, lança l'homme, c'est sûrement nos Espagnols, mais comment donc qu'ils viennent pour être dans cet état? Il se mit à rire et ajouta, mon vieux, s'il faut les payer au poids, moi je marche pas. Alors c'est interprété par Paul Francoeur, hein. C'est ça, hein. Oui. Voilà. Et il se mit à rire. Comme vous êtes venu, comment êtes-vous venu? Demanda la femme. En camion, dit Pablo. Mais on nous a laissés sur la route. On est monté sur un chemin que l'homme d'un café nous avait indiqué. Ils ont dû monter par la porcherie, dit la femme. Avec la nuit qu'il fait, c'est une chance qu'il ne se soit pas tombé dans le ruisseau. L'homme se mit à rire. Il ne serait pas plus oui qu'ils sont remarquatifs. Ils avaient posé leur paquet à côté d'eux et demeuraient là sans bouger, au milieu d'une flaque qui s'élargissait sur le sol dessus-bas. Vous avez de quoi vous changer? Demanda la femme. Pablo montra les paquets. Oui, dit-il, mais ça doit être mouillé aussi. Défaites toujours, on verra bien. Tenez, mettez-vous ici. Elle repoussa un gros pain rond et 2 bouteilles qui se trouvaient sur le bout d'une longue table recouverte d'une toile cirée, à carreaux rouges et blancs, délavés et usés. À l'autre bout, le couvert était mis et un homme était assis. Pablo et son compagnon posèrent leurs paquets sur la table, leurs doigts étaient engourdis et l'eau avait resserré des nœuds des ficelles. Coupe, dit l'homme, coupe. Il lança sur la table un couteau de poche qui glissa jusque devant lui.
fois la ficelle coupée, ils déplièrent leurs vêtements. La pluie avait tout traversé et les bleus de travail qu'on leur avait distribués au départ étaient aussi mouillés que les vêtements qu'ils portaient sur eux. Pablo regarda la femme et eut un geste des deux mains comme pour s'excuser. Ils ne peuvent pas rester comme ça, dit l'homme. On va bien leur trouver quelque chose. La femme se dirigea vers le fond de la pièce. Il y avait au mur plusieurs porte-manteaux surchargés. Elle rapporta deux vestes, l'une en toile bleue, l'autre en velours côtelé marron. Ça ira, dit l'homme. Allez, mettez ça, et vous vous réchaufferez. Là-bas, c'est rien. C'est toujours du haut qu'on prend la crève. Le bas, c'est rien. La femme s'était approchée de la cuisinière et mettait du sarment sur le feu. Des flammes montaient du foyer, des étincelles giclaient. Ils quittèrent même leur chemise. L'homme les regardait, les deux coudes sur la table, le manteau sur ses mains. Celle qui les avait vus dehors les regardait aussi, debout entre deux seaux qu'elles avaient posés devant un large évier de pierre. Leurs pantalons collaient à leurs jambes et dès qu'ils furent debout près du feu, l'étoffe se mit à fumer. Ils restèrent ainsi un long moment, tournant de temps en temps sur place pour arriver à se réchauffer devant et derrière. Vous êtes espagnol tous les deux demanda l'homme. Catalan, dit Pablo. Quoi? Pablo hésita quelques instants, puis dit oui, enfin quoi, on est espagnol. Mais tu n'as presque pas d'accent, il y a longtemps que tu parles français? Oui, il y a longtemps. Et ton compagnon ne parle pas? Si, un peu, mais vous causez trop vite, il ne doit pas vous comprendre. L'homme n'avait pas bougé. Il tenait toujours sa tête dans ses mains, il était large et épais. Son visage était rouge, avec une forte moustache blonde, brunie de tabac. Il portait une casquette jetée en arrière, qui laissait voir son front et le devant de son crâne chauve. Vous voulez boire un canon? Demanda-t-il. Enrique avait compris. En catalan, il dit à Pablo, dis-leur qu'on a surtout faim. Qu'est-ce qu'il raconte? Demanda l'homme. Pablo hésita. Enrique le regarda, puis se tournant vers l'homme, il dit en montrant la miche de pain, faim, mangez. L'homme se mit à rire en dansant, en disant, ah, il est rigolo celui-là. Quand c'est pour bouffer, il comprend. Et il sait parler. Et en voilà un qui fera son chemin. La femme s'approcha de la table. Allez, Jeannette, dit-elle, aide-moi à débarrasser. Page 30, la guerre. Pablo releva la tête. Il souriait, lentement, presque à mi-voix. Il expliqua. Vous comprenez, nous, on ne veut rien dire. La guerre que vous faites ça, ça n'a rien à voir avec celle qu'on a faite. Ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Notre garçon, s'il fallait se battre, il sera dans la ligne Maginot. À ce qu'il paraît, c'est très bien. Il ne risque presque rien. Bien sûr, c'est mieux que d'être dehors. J'en ai entendu parler. On dit que les Allemands ne pourront pas passer. Heureusement, ça ne sera pas drôle qu'ils fassent comme en 14. Ils se turent un instant, puis la femme demanda encore. Vraiment, vous croyez que ce n'est pas la même chose en Espagne? Non. Pour l'instant, on ne se bat presque pas. Hein. Et puis, même quand on se bat, on ne se tue pas. On ne tue pas les femmes et les enfants. Les yeux de la femme s'étaient éclairés. Elle se pencha un peu au-dessus de la table, posa ses seins sur son avant-bras. « Vous avez vu tuer des femmes chez vous ?» demanda-t-elle. Pablo baissa encore la tête. Il resta sans bouger quelques instants. La femme attendait, les yeux fixés sur lui. Brusquement, il recula sa chaise et se leva. Son visage s'était durci encore une fois. « Nous voudrions nous coucher, dit-il. » Elle parut se décontenancer et regarda Enrique qui se levait à son tour. Très fatigué, dit Enrique, en montrant Pablo d'un geste du menton. Je vais vous conduire, dit-elle. Laissez-moi seulement éclairer la lanterne. Voilà, donc il ne veut pas parler des horreurs de la guerre, visiblement. Alors, page 37, une femme. Moi, je t'assure qu'elle en a envie. Et je te parie qu'avant 3 jours, je me l'envoie. Seulement, t'inquiète pas, je ne vais pas lui faire des propositions devant son vieux. Suffira que je trouve l'occasion de la coincer seule.
Il s'arrêta un instant, remua un peu, puis reprit. Tiens, tout à l'heure, quand elle nous a amenés, si j'avais été seul avec elle, elle y passait. Et même, si tu vois, je ne suis pas certain qu'elle n'aurait pas marché avec les deux. Pablo se tourna, et élevant un peu la voix, il demanda, écoute, fous-moi la paix avec ça, tu veux? Moi, tu sais ce que j'en dis, mais enfin, j'aimerais autant elle qu'une femme de bordel. Je ne sais pas ce que tu lui trouves, mais elle n'est pas si mal que ça. La colère de Pablo déborda d'un coup. Se soulevant à son tour, il cria « Je m'en fous, tu sais ce que ça veut dire. Je ne veux pas que tu me foutes, je veux que tu me foutes la paix avec ça. »« Oh, te fâche pas, je ne sais pas comment tu fais. » Pablo soupira longuement. Déjà sa colère tombait. Lentement, presque à mi-voix, il dit « J'avais une femme, tu comprends. Ils me l'ont tuée. Maintenant, c'est fini, les autres. » Il n'acheva pas sa phrase. « Je sais, dit Enrique, après un temps de silence. Tu sais, je sais. Pourtant, bon Dieu, ça fait plus d'1 an. Tu devrais essayer d'y penser un peu moins. C'est pas bon hein, de toujours remâcher comme ça son malheur. Ça ne mène à rien de bien. » Pablo eut un ricanement. « De toute façon, tout ce qui peut m'arriver à présent. Bien sûr, si tu parles comme ça, il ne peut rien t'arriver de bon. Mais moi, parler comme tu fais, comme tu parles, à 35 ans, je trouve que ça n'a pas de sens. » Sans se fâcher vraiment, Pablo, encore une fois, éleva la voix. Ce qui n'a pas de sens, c'est de faire la guerre, de tuer les femmes et les gosses qu'ils ont dans le ventre, et de laisser vivre des hommes comme moi, qui n'ont plus rien. Il se tut brusquement et se recoucha, tournant le dos à Enrique. Pendant un long moment, il n'eut que le bruit du vent qui courait toujours, en poussant sur les tuiles de longues vagues de pluie. Et oui. Alors, page 93 à 96, le 20 juin. Alors ça, c'est la couleur locale. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'Espagne. 93. Mais ça explique une partie de son attachement à ce petit coin de pays du Jura, à Pablo. Il se leva, s'appuyant sur sa canne d'une main, hein, le vieux, hein, Paul Franqueur, quoi, et se tenant à la rampe de l'autre, ils reprirent leur place au bar et le patron se remit à commander. Allez, 4 ou 5 fois, et le jus se remit à couler plus fort. Alors c'est la presse hein, pour tirer le jus du raisin, quoi. Hein. Pour tous ceux qui ont déjà fait des vendanges, c'est parlant. Pour les autres, c'est plus difficile, c'est sûr, de comprendre. Enfin, c'est une presse, hein, c'est une presse circulaire, et on pousse dessus fortement, et ça presse les râpes et le raisin. C'est bon, dit le patron, en reprenant sa canne. Maintenant, on va boire un coup. Pas moi, dit Clopino. Il est trop tard. Il n'y a pas d'heure pour boire. Puisque personne ne veut boire, insista la patronne. Je dis qu'il n'y a pas d'heure pour boire. Ou plutôt, il n'y a pas d'heure pour ne pas boire. Il est disparu derrière la rangée de pièces en riant très fort. Il revint bientôt en portant une bouteille couverte de poussière et dont le goulot était encapuchonné de cire jaune. Tu ne vas pas ouvrir ça maintenant, dit Clopino, ce serait de la bêtise, puisqu'on te dit qu'on ne veut pas boire. Il ferait beau voir. Il tira son couteau de sa poche et se mit à casser le capuchon de cire. Je voudrais bien voir que quelqu'un refuse de boire celui-là. C'est du 1923, une sacrée année. Et c'est de la vigne des Brûlis. Des Brûlis, dit le vieux en hochant la tête. Il t'en reste encore une vingtaine de bouteilles. Les yeux du père Clopino pétillaient. Il regardait tour à tour la bouteille et le patron. 2 ou 3 fois, il passa sa langue sur ses lèvres, mordit sa moustache avec sa gengive édentée, puis il regarda la patronne. Elle s'était adossée à une des barres du pressoir, où elle avait posé ses bras écartés. Elle ne bougeait pas, ses lèvres étaient serrées. Le vieux se retourna vers le patron. « Tu as tort de déboucher ça, Lucien. Tu as tort. C'est des choses à garder pour les grandes occasions. Les vendanges, c'est une occasion. » « Non, dit encore le vieux. Une occasion, c'est un baptême, une communion, un mariage.
Le patron s'arrêta, la bouteille dans les mains, le tire-bouchon enfoncé dans le bouchon. Il fixa le vieux un instant, puis sa femme, avant de dire: le baptême, Pierre Clopineau, c'est plus nous que ça arrivera. Du moins, j'espère bien. Maintenant, pour ce qui est des mariages, 10 bouteilles pour chaque, c'est bien, mais seulement comme la petite se mariera pas. Il se tut, baissa la tête et s'adossa à un fût. Il tira le bouchon. Les veines de son cou enflaient, son visage était cramoisi. Le bouchon céda enfin. Donne des verres, dit-il à sa femme. La patronne prit 3 verres sur le bord de la dalle et alla les rincer au robinet. Elle en rendit un à chacun des hommes. Et toi, j'ai pas soif. Le patron, qui levait déjà la bouteille, arrêta son geste. Tu te fous de moi? Est-ce que c'est par soif qu'on boit ce vin-là? Elle laisse rincer un autre verre et revint à côté d'eux. Pablo, non plus, n'avait ni soif ni envie de boire du vin. Mais il lui semblait que quelque chose de grave se passait. Le silence de la cave, où sonnait chaque paroi et chaque pas. Le soin qu'apportait le patron à verser ce vin. Le visage des 2 hommes, et même celui de la femme qui se détendait peu à peu. Il y avait tout cela. Il y avait aussi la douleur de la couleur de ce vin. Il y avait aussi son parfum. Le parfum, c'est même la première chose qui avait intrigué Pablo. Mais il s'était demandé d'où il venait. Ça ne sentait pas le vin. C'était une odeur curieuse qu'il n'avait encore jamais perçue et qui ne ressemblait à rien de ce qu'il connaissait. Le patron et Clopineau avaient levé leur verre en direction de la lampe. Pablo les imita. Vu à travers le vin, l'ampoule était un gros soleil doré, comme celui qui s'était couché tout à l'heure, au fin fond de la plaine. De chaque côté et en bas, l'épaisseur du verre donnait le bleuté des collines. Alors, demanda le patron. Oui, dit le vieux, oui. Il ne buvait pas. Ils restaient là, à se regarder, en approchant de temps à autre leur verre de leur nez. Ils reniflaient à petits coups, puis éloignaient leur verre. Le patron se tourna vers Pablo. Qu'en dis-tu? Qu'en dis-tu? Je n'ai jamais vu de vin de cette couleur, dit Pablo. C'est le vin jaune, dit le vieux. Il est unique. C'est le vin du Revermont. Il paraît que le seul qui lui ressemble un tout petit peu, dit le patron, c'est le vin de Grèce. Ta, dit Clopineau. On le dit, mais c'est pas possible. Il ne buvait toujours pas, et le parfum du vin continuait à monter, emplissant la cave. Avec lui montait comme une chaleur, comme une paix, ainsi qui calmait tout. Le patron lui-même s'était adouci. Il parlait à voix presque basse. Il était moins ivre que tout à l'heure. Voilà, ça continue la description, hein, mais je ne peux pas tout vous lire, c'est à vous de le lire. Enfin bon, c'est un beau roman. Page 181, l'enterrement. Alors c'est l'enterrement de Paul Francoeur en quelque sorte, hein, enfin, du personnage qu'il incarne. D'accord. Alors, le grondement de la route continuait. Pablo essayait de chasser de sa tête des images d'Exode qui lui revenaient depuis qu'il avait commencé cette veillée interminable. Hein, l'Exode. L'Exode. C'est pour ça hein, que je l'ai évoqué. Il revoyait la frontière, les femmes, les gosses, la faim, les blessés. Et les morts. Des morts qu'on enveloppait dans des couvertures qu'il restait là, allongés sur le bord de la route. Des morts à moitié nus, la tête enfouie dans la boue. Des fossés, des morts desséchés, boursouflés, et d'autres qui semblaient prêtes à se lever pour repartir, et puis d'autres encore qui continuaient à marcher, s'accrochaient aux vivants. Ceux-là, il y avait vraiment des visages de morts avec simplement les 2 points des yeux qui vivaient encore intensément. Mais au moment où les yeux venaient à s'éteindre, il suffisait de les allonger au bord de la route pour comprendre qu'ils étaient morts depuis longtemps. Ceux-là, la guerre ne les avait pas tués en les frappant, elle les avait rongés, usés, vidés lentement. Dans cette débâcle, personne ne savait plus très bien où s'arrêtait la vie et où commençait la mort. Il y avait beaucoup de vivants couchés parmi les morts et qu'on abandonnait. Il y avait des morts que l'on s'entêtait à soutenir, à traîner le long de la route.
Le jour, le jour ne doit pas être loin, dit Clopineau. Oui, il doit être 3 heures. Leur cigarette finie, ils regagnèrent la cuisine. La patronne descendait de la chambre. Vous voulez reboire du café demanda-t-elle. Les hommes firent signe que oui, et la patronne venait à peine de servir lorsqu'un pas sonna sur le caillou de la cour. Ils se regardèrent, personne ne bougea. La patronne tenait la cafetière et sa main tremblait. C'est le maire, dit Clopineau, quand le pas fut plus près. Ils soupirèrent et la patronne posa sa cafetière sur la table. Le maire entra, il était essoufflé et rouge. Du seuil, il cria « Les Boches sont à Poligny. On vient de me téléphoner. » Comme personne ne répondait, il répéta « À Poligny. Ça veut dire qu'ils peuvent être là d'ici quelques heures. » « Qu'est-ce qui t'a téléphoné » demanda Clopineau. Tout de suite, le maire s'emporta et se mit à gesticuler en criant « Est-ce que je sais, moi, un officier, et puis ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'éviter que le village soit mis à sac. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on peut y faire, nous autres » demanda Clopineau sans hausser le ton. Le maire regarda la patronne, puis Pablo. « Il ne faut pas qu'il le trouve ici, lui. »« Qu'est-ce que ça veut dire ? Que faire ?» dit Pablo. Le maire se remit à crier en agitant ses gros bras courts. « Ce que ça fait, mais bon Dieu, on dirait que vous ne savez pas qu'ils sont bien avec Franco. S'ils trouvent un républicain espagnol dans le pays, ils vont tout saccager et foutre le feu aux 4 coins du village. »« Mais ils ne sauront pas qui je suis, demanda Pablo. Le maire parut un peu décontenancé. Pourtant, criant de plus belle, il reprit. Ça ne fait rien. Il faut que vous partiez. Ils peuvent l'apprendre. Moi, je ne veux pas risquer la vie de tous les gens de la commune. Vous n'avez qu'à rejoindre la colonne qui passe sur la route. Vous trouverez bien un camion qui vous prendra. Il y en a des tas qui sont à moitié vides. Ils le laissèrent crier. Quand il s'arrêta, le père Clopineau attendit quelques instants, puis demanda « Tu as du monde pour l'enterrement ?»« Il y a un Junot. Il a déjà creusé la fosse hier au soir. Et moi, je viendrai vous donner la main. Je pense que le curé pourra nous aider aussi. Sûrement, oui. » La patronne paraissait assez calme. Elle se leva et alla vers le buffet. Sortit une tasse qu'elle posa devant le maire. « Vous boirez bien une goutte de café, dit-elle. » Le maire s'assit, tira son mouchoir et épongea longuement son visage gras. Quand il eut terminé, se tournant vers Pablo, il lui dit sans crier sincèrement « Je crois que pour vous aussi, c'est mieux de ne pas rester. Il y a trop de risques. Ça n'est pas la peine de tenter le malheur. Il vient assez vite, tout seul. Je partirai si vous l'exigez, dit Pablo, mais pas volontairement. Le maire éleva le ton. Mais puisque je vous dis que si rien ne les arrête, ils peuvent être là dans 2 heures. Clopineau ricana. Pourquoi voudrais-tu qu'on les arrête maintenant? La patronne va servir le café. Buvez, dit-elle, il n'est pas très chaud. Je partirai après l'enterrement, répéta Pablo. Alors, dit le maire, il faut l'enterrer tout de suite. Il ne faut pas attendre, sinon vous ne pourrez plus partir. On ne fait pas un enterrement par ailleurs, remarqua le vieux. Ça n'a pas de sens. Le maire frappa la table sur le poing. Et la guerre, hurla-t-il, est-ce que ça a du sens? Ils foutent le camp comme ils font tous. Est-ce que ça a du sens? Sur 348 habitants au pays, il en reste 50. C'est le bout du monde. Est-ce que ça a un sens tout ça? Les autres n'avaient pas bronché. Encore une fois, le vieux laissa retomber. Le silence, puis, toujours calme, il expliqua. D'abord, ce qui n'a pas de sens non plus, c'est de gueuler comme tu fais dans la maison d'un mort. Ensuite, tu es là que tu cries après ceux qui se sauvent et tu viens ici pour faire partir Pablo. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, page 334, le consul d'Espagne. Page 334. Tant que dura le mauvais temps, personne ne s'aperçut du retour de Pablo. Alors il s'est caché, etc. Et puis il revient au village. Mais quand il fallut se remettre au travail, tout le village sut bientôt qu'il passait ses journées dans les vignes. Alors la patronne n'attendit pas la visite du maire. Ce fut elle qui alla le trouver. Elle y alla même plusieurs fois.
Puis un jour, elle resta plus d'1 heure à la mairie. Et le soir même, elle montait au brûlis prévenir Pablo, qui l'attendait assis tout en haut du chemin. Dès qu'il vit qu'il la vit arriver, il comprit qu'elle apportait une bonne nouvelle. « Alors, demanda-t-il, laissez-moi reprendre mon souffle. » Elle était rouge et la sueur perlait sur tout son visage. « Tu es monté trop vite, dit Pablo. Viens-tu boire un coup, ça te remettra. » Il se tutoie maintenant, hein. Ils allèrent jusqu'à la cabane, la patronne but un demi-verre de vin, puis elle expliqua en souriant. « Ça a été dur, mais cette fois, tu pourras revenir, et personne ne te dira rien. »« Comment ça ? Tu seras en règle ?»« Je ne comprends pas. » Elle hésita un peu, le regarda et se leva. Et se levant, elle s'approcha. Comme il n'avait qu'un seul tabouret, il s'était assis sur le bord de son lit. Elle s'assit à côté de lui. « Alors, explique. » Il n'y avait qu'un seul moyen. C'est le maire qui me l'a indiqué la deuxième fois que je suis allé le voir. Seulement, je ne voulais pas t'en parler avant d'être certaine que ça puisse réussir. Et qu'est-ce que c'est ? Le consul d'Espagne est un ami du préfet. Il te signera tes papiers. Le consul d'Espagne ? Oui, il est à Lyon. Et il vient souvent à Lons, à la préfecture. Pablo fronça les sourcils et regarda Germaine un instant, puis demanda alors, mais c'est le consul du gouvernement de Franco. Elle est une moue pour dire qu'elle ne comprenait pas grand-chose à tout cela. Pablo parla plus fort. Enfin quoi, tu sais bien qui je suis. Et moi, je sais bien que ces gens-là n'accepteront jamais de me délivrer une carte. Pourtant, c'est ce qu'ils vont faire. Pablo se leva et se mit à marcher dans la cabane. Mais moi, je ne veux pas. Je ne me suis pas battu contre eux et je ne me suis pas sauvé pour accepter de me plier à présent. Ils en sont peut-être réduits à ça pour faire rentrer des hommes en Espagne. Moi, je ne marche pas. À mesure qu'il parlait, sa voix montait. Germaine le regardait aller et venir dans cette maison minuscule où il ne pouvait pas faire plus de 4 pas sans se retourner. Elle ne l'avait pas encore vu ainsi. Depuis qu'ils vivaient ensemble, jamais Pablo n'avait eu de vraie colère. Seulement, il y avait souvent quelque chose qui venait de se mettre à remuer en lui. Quelque chose qu'il connaissait à peine, mais qu'il n'arriverait pas à calmer. Quand il se tut, son visage était pâle, ses mains tremblaient. Il y eut un long silence, puis Germaine dit « Tu n'as pas compris, tu t'emportes sans savoir. » « Comment pas compris ?» Pablo avait crié, mais il s'arrêta net. S'asseyant sur le tabouret, le dos contre la paroi du rondin, il demanda d'une voix presque normale « Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Pourquoi le consul a fait ça ?» Pablo ne répondit rien. Il attendit un instant et poursuivit. Le maire lui-même l'a rencontré à la préfecture. Il m'a raconté ce qu'ils ont dit exactement. Le maire a expliqué que tu tenais seulement à travailler. Il a affirmé qu'il te connaissait bien et qu'il n'a jamais pu croire que tu t'étais battu. Et l'autre l'a cru ? Il a dit, il y en a beaucoup qui se sont laissés entraîner et qui sont partis comme ça, avec les autres parce qu'ils avaient peur. Il a dit aussi, je sais bien que ceux qui sont dangereux ont déjà pris le maquis. Là, Pablo ne cria pas. Il baissa les yeux, demeura un instant immobile, puis se dirigea vers la porte. Dans sa tête, il y avait à présent toute une bousculade d'images. Les courses à la mort contre les ennemis, les engins blindés, les franquistes, les maisons écroulées, les cadavres d'enfants, le visage de Mariana, sa femme, de milliers de Mariana innocentes et belles, le camp, la vermine, la faim, et puis, plus nette, plus proche, la silhouette grotesque d'Enrique, s'éloignant sur la neige. Enrique, le chétif, le maigrelet. Enrique, le trompe-la-mort, qui partait se battre, son gros sac sur le dos et son couteau dans la poche. Son couteau à une lame et un tire-bouchon. Voilà, donc ce sera à vous de lire ce magnifique livre. C'est très très beau, moi j'aime beaucoup. Et puis de voir aussi les 2 films, hein. Je vous le conseille. Pensez à lire mon livre. Donc je pense que je ne publierai que dans 15 jours maintenant.
Hein, c'est le régime d'été, quoi. Voilà, c'est ce qui me permet de moi d'écrire, de voyager un petit peu, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt.